Là, d'un coup, on se retrouve qu'avec des acteurs finalement européens, voire mondiaux, et tout de suite de grande taille, et tout de suite en train de construire des écosystèmes très forts. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables et à l'écosystème comptable au sens large. Je suis Alexis Lama, votre hôte, et également le fondateur de Booster Digital, l'agence digitale dédiée aux experts comptables. Tout de suite, je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour ce premier épisode de l'année 2026. En réalité, on l'enregistre évidemment. C'est le dernier qu'on enregistre en décembre. Stéphane, je suis trop heureux de à nouveau te recevoir. L'an dernier, ça a été l'épisode le plus écouté et pour cause, puisque en le réécoutant, tu vois, je l'ai réécouté avant que tu arrives, je te le disais, et il s'est passé déjà beaucoup de choses de ce que tu avais prédit. Donc, quel bonheur de réouvrir ton savoir sur tout ça. Il s'est passé énormément de choses en 2025, des accélérations assez fortes sur notamment le sujet de la financiarisation, le sujet de est-ce qu'il va y avoir report par report, qui aurait pu avoir débat sur la facture électronique, il n'y a pas de report, et donc du coup qu'est-ce qu'on fait, parce qu'au moment où on diffuse, on est le 3 janvier 2026, c'est cette année, et pourtant le 3 janvier on va rentrer en PF, donc on va ouvrir aussi tout ça. L'IA, ça s'est concrètement bien accéléré, et je suis curieux d'avoir, tu vois, on en a pas parlé en off avant, mais un peu ton retour sur les cas d'usage, sur concrètement comment ça s'implémente, et puis plein d'autres choses qu'on va pouvoir tirer au fur et à mesure. Bien évidemment aussi, et c'est peut-être le sujet d'intro, tu reviens des États-Unis, tu reviens du DCPA. Qu'est-ce qui s'est passé à Washington ? Quel est l'état du marché là-bas ? Qu'est-ce qu'ils en pensent, sachant que, tu le disais la dernière fois, ils ont à peu près 5 ans d'avance. Et du coup, voyons voir ce qui va se passer dans 5 ans. Voilà un peu l'ordre du jour de cette heure et quart qu'on va essayer de tenir, qu'on a ensemble pour bien finir l'année 2025 pour nous et bien démarrer l'année 2026 pour les éditeurs. Ça te va ? Parfait, Alexis, ça marche. Magnifique. Stéphane, je te redemande pas de te présenter, puisque ceux qui ne te connaissent pas encore iront écouter l'épisode. J'ai vraiment envie qu'on profite, qu'on rentre dedans. Comment c'était Washington ? Qu'est-ce qui s'est dit au DCPA ? Comment va la profession aux US ? Écoute, déjà, le DCPA, c'était la 13e année donc à laquelle on participait, 13e édition du DCPA à Washington. D'abord, c'est un événement où, comme je le dis souvent, toute la profession comptable américaine se retrouve. Alors, c'est un événement où il y a chaque année de plus en plus de monde, ce qui est quand même déjà un signe de qualité. C'est un événement où chaque année, on est un petit groupe de Français à aller avec la profession comptable, je dirais, sur cet événement-là. Comment se porte la profession américaine ? La profession américaine, j'allais dire, comme tu l'as dit, c'est un peu un indicateur avancé pour nous. On aime bien aller voir ce qui se passe là-bas parce que ça nous permet d'imaginer un petit peu 3-4 ans avant ce qui va se passer en France. Donc qu'est-ce qu'on constate ? On constate en fait aujourd'hui que la profession américaine va plutôt bien en termes de profession. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que évidemment les grands mouvements de fonds qu'on va évoquer, j'imagine, dans le podcast aujourd'hui, les grands mouvements de fonds, par exemple la financiarisation avec l'arrivée du private equity aux États-Unis, ça fait déjà 5-6 ans qui vivent avec, donc ça permet de voir comment finalement ils arrivent à concilier ces nouveaux actionnaires. On voit aussi que le gros sujet évidemment c'était l'intelligence artificielle, mais plus que l'intelligence artificielle et le private equity, ce qui était intéressant dans le congrès américain cette année, c'était notamment l'idée de dire jusqu'à présent les cabinets ont souvent eu de la croissance et de la croissance un peu entre guillemets subie, c'est-à-dire qu'ils suivaient le mouvement, ils avaient je dirais des clients qui se portaient bien et du coup leur cabinet augmentait. Et là l'idée c'était plutôt de dire, et c'était le thème d'ailleurs de DCPA, c'était plutôt de dire comment est-ce qu'on choisit la croissance que l'on veut avoir et comment en fait on affine les moteurs de croissance. Donc ça c'était vraiment le cœur du DCPA cette année. Donc ça fait toujours plaisir à voir. Donc ça c'est le premier élément, c'est de se dire que nos confrères américains ils ont cette avance-là aujourd'hui, cette maturité de se dire ok, face aux événements qui peuvent arriver dans la profession, comment est-ce que je dynamise ma croissance et comment je vais vers une croissance que je veux véritablement et non pas une croissance éventuellement que je subirais ou qui serait liée, je dirais, aux événements. Ça, c'est le premier point. Après, d'une manière plus générale, si tu veux, et c'est peut-être un peu en dehors de notre regard pour la profession française, mais j'aime bien quand même partager ça parce que je pense que c'est des insights qu'il faut qu'on ait en tête, nous, en France. La profession américaine, elle est en ce moment aussi traversée par des mouvements de libéralisation du service de l'expertise comptable.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment avec l'administration Trump qui fait pas mal, on va dire, de spoil system, c'est-à-dire qui remplace un peu les personnes clés dans les administrations, on voit qu'il y a un petit courant en ce moment qui vise à faire que finalement l'expert comptable, c'est peut-être pas forcément un niveau de qualification très très élevé et qu'il vaudrait peut-être mieux avoir finalement une déclassification un peu de la profession américaine vers un niveau plus facile en termes d'accès et en termes de réglementation de l'expertise comptable. Donc on voit qu'il y a un mouvement de déréglementation qui commence à naître au niveau de la profession comptable américaine. Évidemment, la ICPA, c'est-à-dire l'équivalent de l'organe de représentation qui est l'ordre pour nous, mais qui est l'association des comptables américains, essaye de limiter ce mouvement-là. Mais on voit quand même qu'il y a cette tendance à vouloir finalement libéraliser un peu l'activité et donc faciliter, je dirais, la réalisation de la compta par des gens un peu moins qualifiés. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième mouvement de déréglementation qu'on voit aussi et qui était intéressant à suivre, c'est que on voit d'abord que Trump il veut pas réglementer l'IA, donc du coup ils ont eux les vannes très ouvertes sur tous les applicatifs IA et la manière dont ils peuvent s'en servir. Hein. Donc ça c'est aussi un élément qui est important. Et d'ailleurs ce week-end on a vu que Trump a signé un executive order en disant les lois sont au niveau fédéral et non pas au niveau local sur l'IA. Donc les États ont pas leur mot à dire. C'est eux qui tiennent la main. Voilà, c'est eux qui tiennent la main. Et du coup ça, c'est comme l'administration Trump veut évidemment moins réguler l'IA. Ça veut dire que les applicatifs peuvent être assez libres en termes d'usage. Et puis le troisième élément aussi toujours lié à l'administration Trump, c'est de voir aussi que sur le plan de la réglementation de l'audit, sur la manière de faire les audits pour les auditeurs et sur la manière de contrôler les audits, notamment avec ce qu'on appelle le PCAOB aux États-Unis, là aussi la consigne elle est plutôt d'être assez tolérant en fait dans la manière de pratiquer les audits. Donc j'allais dire moi avec mon regard d'observateur de la profession comptable dans le monde, je dis il y a petit mouvement en ce moment du côté américain qui est un mouvement de déréglementation, un mouvement entre guillemets de se sortir un petit peu de la réglementation, je dirais classique de la profession. Et une des questions que je me pose, si tu veux, en revenant depuis 8 jours, c'est de me dire est-ce que ce mouvement-là, il va traverser l'Atlantique ou pas dans les là aussi 3-4 ans? Est-ce qu'on va pas avoir ce petit mouvement aussi de régulation finalement un peu moins forte que l'on a eu par le passé et éventuellement surtout est-ce que le mouvement de déréglementation comptable ne peut pas venir d'ici quelques années dans la profession comptable de manière plus forte que ce que l'on a aujourd'hui. Donc c'est un petit moment et une interrogation un peu liée à ce DCPA qu'il faut avoir en tête. Tu vois, quand j'entends ça, j'ai vu que tu vois, ça rentre dans la financiarisation et dans tout ce qu'on est en train de vivre ici. Sauf que là-bas, t'as l'une des plateformes qui est financée par l'un des mêmes investisseurs que OpenAI, en l'occurrence CritPA. Est-ce que dans ce mouvement de dérégulation, dans ce mouvement d'accélération, dans ce mouvement de financiarisation, comment ils ressentent ça? Le mouvement, tu veux dire, de financiarisation, qu'est-ce qu'ils en tirent comme information? Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de dire un investisseur qui est très puissant sur la place de la Silicon Valley, qui à la base investit dans la tech, dit en fait maintenant, j'investis dans les boîtes de services. Et grosso modo, la thèse qu'il a, c'est j'investis dans les boîtes de services parce que je vais déployer la tech dans la boîte de service et du coup je vais rattraper ça. Comment c'est vécu un peu là-bas? Clairement, si tu veux, je crois que, et c'est là-dessus que les cabinets américains ont souvent un peu de maturité supérieure à nous, ils se vivent véritablement comme boîte de service aujourd'hui. Donc de toute manière, j'allais dire, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le monde des boîtes de service conduit nécessairement pour eux à une exécution plus rapide du plan de transformation. Je crois que ce qui est vraiment en tête dans les cabinets anglo-saxons là-bas, c'est de se dire à un moment donné, il faut de toute manière que je transforme mon business model, que ce business model, en effet, il va être très challengé dans les années qui viennent par la technologie, par en effet les acteurs qui peuvent être nouveaux sur le marché, et que du coup, j'ai nécessité en effet d'accélérer dans ma transformation. Et ça, c'est vraiment, si tu veux, l'élément qui est majeur dans leur réflexion, quoi, en fait. Ils ont les mêmes sujets que nous en matière de recrutement, ça va mieux. Alors, ils avaient un moment. Ouais, ils ont les mêmes sujets, puisque du coup le recrutement est toujours un sujet pour eux, je dirais, sur lequel ils travaillent. Après, ce qu'ils ont vraiment comme sujet aussi aujourd'hui, c'est la question de la nature de la compétence dans les diplômes, parce qu'ils constatent quand même que évidemment les diplômes, je dirais, comptables sont pas toujours adaptés aux compétences dont ils ont besoin dans les cabinets. Donc ça fait partie pour eux évidemment des éléments d'attractivité qui doivent se travailler. Et puis en même temps, ils ont aussi un sujet qui est quand même
que les universités américaines, et notamment c'est un peu pour ça que je parlais tout à l'heure de dérégulation ou de déréglementation de la profession comptable. En fait, il y a eu une réflexion qui a été menée par l'administration Trump pour dire finalement les travaux que mène un comptable ou mène un expert comptable, ce sont des travaux qui finalement ne sont peut-être pas ceux qui doivent représenter une profession, et que donc du coup c'est peut-être pas la peine par exemple qu'on soit éligible aux prêts et aux emprunts étudiants quand on devient futur entre guillemets diplômé comptable. Donc ça leur pose un vrai problème, parce que ça veut dire tout simplement qu'il y aura moins d'accès aux prêts pour aller financer les études comptables. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait il y a un peu la réponse de l'administration Trump, et de dire finalement vous n'avez pas besoin d'un si haut niveau d'études, vous avez qu'à faire que 2 ou 3 ans de formation, parce que ça suffira aujourd'hui compte tenu en fait de ce que vous avez besoin de faire avec l'automatisation. Donc ça c'est quand même des points sur lesquels à mon avis c'est important d'être vigilant, parce que on va avoir forcément à un moment donné les mêmes débats. Quelle est la part que fait la machine ou l'automatisme, et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens à tel niveau pour pouvoir, je dirais, faire l'accompagnement des tâches qui sont automatisées. On voit qu'eux, ils sont entre guillemets sans filtre aux États-Unis là-dessus. Surtout en ce moment. Et donc, du coup, ça vient jouer sur la nature du diplôme, et du coup sur la valeur du diplôme, en fait. Ok, donc, et ça, tu penses que ça pourrait venir On en est loin, mais c'est vrai quand même que c'est une tendance. Il y a eu des études au mois de juin qui sont sorties aux États-Unis en juin 2025 pour montrer, par exemple, que la valeur des diplômes comptables était du coup de moins en moins évaluée comme étant rentable pour quelqu'un qui prend un emprunt pour se former pendant 3, 4, 5 ans sur le métier comptable. Donc ça, je pense que ça montre bien que nous, on a intérêt, entre guillemets, en Europe et particulièrement en France, à bien baliser un diplôme adapté avec des compétences adaptées, et qui montre bien que ce diplôme il s'agrège bien, je dirais, dans un socle de tâches et de compétences dont on a réellement besoin au niveau du cabinet et au niveau du service à nos clients. Tu le disais, ils sont en boîte de service, c'est déjà depuis un moment. Entre ce que tu vois là-bas, ce que toi tu peux voir dans les cabinets ATH, ce que tu vois dans le marché, c'est quoi là, tu vois, on est en 2026, la facture électronique, elle va y venir, et on y vient après. Il y a l'IA, c'est quoi les postes qu'on doit ouvrir ? Le gros poste entre guillemets qui fait la différence, et qui est le retour principal en fait d'ailleurs de ce qui s'est passé depuis 5 ans sur le marché américain, c'est la transformation de l'offre, et notamment la capacité à délivrer une offre au bon client. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les échanges qu'on a eu là-bas avec nos confrères qui sont sous fonds d'investissement, ou ceux qui ne sont pas sous fonds, qui ont décidé de ne pas être sous fonds, mais qui se disent comme les autres sont avec des fonds, nous il faut qu'on réponde d'une certaine manière pour pouvoir avoir une stratégie adaptée. Qu'est-ce qui est le mot-clé un peu qui ressort de tout ça ? C'est le mot en fait CRM, c'est le mot délivrer la bonne offre au bon client et au bon moment, et c'est la notion de dire on va peut-être faire moins de cross-selling comme on faisait dans le temps, la notion de cross-selling, mais on va faire de plus en plus du cross-serving, et en gros servir le client au bon moment avec la bonne approche. Donc moi, ce qui me frappe, si tu veux, quand je reviens après avoir passé 8 jours aux États-Unis, à chaque fois, c'est que j'arrive dans des cabinets, quelle que soit la taille des cabinets, parce que c'est à peu près la même situation en France sur la plupart des cabinets, qu'on soit dans le top 100 ou qu'on soit, je dirais, bien plus loin dans les classements. C'est qu'en fait, quand on leur dit ok, c'est quoi votre base client, qu'est-ce que vous connaissez de vos clients, si vous devez pousser une offre demain, est-ce que vous avez la capacité de le faire, on s'aperçoit à chaque fois que c'est un grand moment de blanc, un grand moment de solitude. Donc je crois que ce à quoi vont servir probablement les fonds dans la profession française, mais comme ils l'ont fait aux États-Unis, c'est finalement déjà à professionnaliser l'exécution d'une feuille de route stratégique. Moi, j'ai été marqué, notamment dans mes échanges avec des confrères américains, sur le fait que ils nous disent tous, l'intérêt du fonds, d'abord évidemment, c'est d'apporter du capital, soit pour fluidifier la sortie d'associés, soit pour faire de l'investissement, soit pour investir justement dans l'IA, mais c'est aussi surtout en fait le fait que derrière j'ai quelqu'un qui me demande des métriques sur mon exécution de ma feuille de route et de mon plan stratégique. Et donc que je sois sous fond ou pas sous fond, ce qui va compter dans les mois qui viennent, c'est l'exécution d'une feuille de route stratégique. Et ça, je crois que les cabinets américains, ça fait 3-4 ans maintenant qu'ils sont entre guillemets un peu sous pression, et donc ils ont bien compris que justement cette exécution-là, ils doivent la mettre en place, et ils doivent, je dirais, la formaliser et la délivrer, en fait. Parce que du coup, c'est quoi les retours que tu vois avec les cabinets, les premiers qui sont sous fond, et on pourrait même ouvrir un peu le capot de ce qui
les deals qui ont marché, tu vois, ceux qui marchent un peu moins, pour essayer de comprendre aussi, pour que les auditeurs aient un maximum de billes. Mais ce qu'il faut bien comprendre de ce que tu dis là, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu fais rentrer un fonds, en fait, ça va te mettre dans une ligne directrice, c'est ça, et que tu vas devoir suivre. Après, c'est un autre métier, quoi. D'un côté, t'es plus chez toi, mais c'est des reports de fonds. Ah bah, ce qui est clair, c'est que je dirais, le fait de faire rentrer un fonds, ça te fait rentrer dans le monde, entre guillemets, de l'entreprise en tant que telle et de la firme de service immédiatement. C'est-à-dire que, alors, ce qu'on voit, nous, en tout cas, quand on échange avec eux, c'est que, il y a un concept aujourd'hui qui se développe beaucoup outre-Atlantique, mais qu'on retrouve aussi en Europe, qui est le concept un peu de ce qu'on appelle l'économie en cas. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont très très vite, très très haut. C'est l'exemple Nvidia, c'est l'exemple de ce type de start-up. On va dire, en France, finalement, on pourrait dire c'est l'exemple Penny Lane avec la performance qu'ils enregistrent. Et puis il y a des gens qui vont également très très vite vers le bas parce que ils ont fait les mauvais choix stratégiques. Donc ce qu'on voit et ce qu'on a vu surtout maintenant quand on observe le marché américain, c'est que il y a des cabinets qui en 3 ans ont triplé voire quadruplé de taille grâce à des fonds d'investissement, clairement, qui leur ont apporté le cash et qui leur ont, je dirais, permis de plateformiser très rapidement. Donc ça c'est la première chose. Ce qu'on voit aussi, c'est que souvent quand les fonds arrivent, ils font rapidement, je dirais, une analyse, comme je disais, de quels sont les outils qui peuvent être obsolètes, quelles sont les démarches qui peuvent être obsolètes, et du coup ils modernisent finalement assez rapidement la stack technique en fait ou technologique que peut avoir le cabinet. Donc là aussi c'est un accélérateur souvent qui est fait. Et puis le troisième élément d'accélération, c'est en effet cet élément de construction d'offres de services, souvent pluridisciplinaire, souvent de transformation entre guillemets de l'offre traditionnelle du cabinet, sur laquelle il pousse évidemment très très vite. Donc ça c'est pour dire que c'est une partie entre guillemets des avantages. Quand on discute avec les gens, on voit bien que pour des associés, c'est une partie très entre guillemets motivante ou avantageuse de la chose. Après, à contrario, il y a aussi des inconvénients. Et quand on échange avec, je dirais, les confrères qui sont sous fond ou ceux qui ont quitté en fait des environnements sous fond, qu'est-ce que l'on constate principalement? On constate évidemment que le rôle de partenaire, il n'existe plus en fait dans les cabinets avec des fonds. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent les cabinets historiques, ils étaient construits par strates. C'était en bas, tu avais les collaborateurs, au milieu, tu avais entre guillemets les managers, et puis au-dessus, tu avais le partenaire, et tu te venais associer, et c'était un peu le Graal, quoi. Dans les modèles qui sont mis en place par les fonds d'investissement, par le bas, tu as une automatisation quand même de beaucoup de process, donc tu as un petit peu moins de collaborateurs, je dirais, qui servent au quotidien en termes de technique. Tu remplaces par de la technologie, par du stack technique. Au milieu, tu as en fait une couche de collaborateurs plutôt confirmés, plutôt avec un esprit critique, qui peuvent, je dirais, assurer le quotidien et gérer finalement les missions. Et puis par le haut, et c'est là que c'est le plus violent en fait, t'as plus de partenaires, mais t'as des advisors, c'est-à-dire en gros des créateurs de valeur. Et donc le fonds, lui, ce qu'il veut, c'est des créateurs de valeur. Il veut des associés qui soient entre guillemets pour la plupart des créateurs de valeur. Donc très clairement, ça veut dire que t'as des associés dans les cabinets qui sont sortis, qui ont été entre guillemets sortis des cabinets où il y avait des fonds qui étaient rentrés. Ça veut dire aussi que tu as des associés qui se retrouvent parfois avec plus de pression que ce qu'ils ont connu par le passé en termes d'exécution stratégique. Et donc ça veut dire qu'il y a un vrai réalignement nécessaire de la vision que chacun a dans son métier. Donc tu as des gens qui quittent en fait aujourd'hui des cabinets qui sont sous fond parce qu'ils se reconnaissent plus dans les valeurs évidemment de ces cabinets. Et puis à l'inverse, t'as des cabinets qui vont très très vite, très fort, parce qu'ils ont la bonne équipe, avec, je dirais, un bon alignement stratégique, avec des gens qui partagent au niveau de la direction, je dirais, cette vision. Et donc, eux, ils peuvent aller très très vite dans un marché qui, évidemment, s'est consolidé et se consolide aussi rapidement, quoi, en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au cours de cette année ? C'est difficile parce qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a au moins 2-3 choses qui sont intéressantes sur l'année 2025 et qui étaient en effet un peu prévisibles, mais qui sont marquantes. C'est en effet que le sujet de la financiarisation, alors il y en a qui débattent sur le thème financiarisation, mais moi je l'appelle quand même financiarisation parce que c'est un peu différent. C'est quoi le débat sinon ? Non, mais c'est de savoir si tu appelles ça financiarisation, si tu appelles ça financement, si tu appelles ça... Voilà, bon, il y en a qui trouvent que c'est un mot un petit peu, je dirais, péjoratif dans la bouche. Moi, j'appelle ça quand même financiarisation parce que ça change un petit peu le quotidien qu'on avait avant. Ouais, par rapport à tout ce que tu as décrit avant. Voilà, ce qui est certainement marquant comme sujet de l'année, c'est finalement la vitesse à laquelle justement ce thème de la financiarisation transperce partout dans tous les cercles. Enfin, moi, je me balade évidemment partout, c'est mon job.
Et on voit qu'on soit un grand cabinet du top 10 français ou du top 100, qu'on soit un petit cabinet de province régionale avec 1 million, voire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on voit tout de suite que ce thème, en fait, de l'arrivée des fonds d'investissement dans notre profession, il a vraiment, je dirais, imprégné toute une partie de l'année 2025. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à mon avis, qui est marquante cette année, c'est l'importance, en fait, des écosystèmes technologiques. Et là aussi, en lien avec, évidemment, les évolutions des acteurs majeurs de la tech. Mais on voit vraiment que on a changé de monde. Moi, j'ai l'habitude de dire, il y a encore 7 ou 8 ans, on regardait le monde de la tech française en techno et on disait tiens, c'est que des opérateurs français, tiens, c'est que des acteurs de taille finalement relativement intermédiaire, à part évidemment un Cegid qui était très en avance. Et là, d'un coup, on se retrouve qu'avec des acteurs finalement européens, voire mondiaux, et tout de suite de grande taille, et tout de suite en train de construire des écosystèmes très forts. Donc je trouve que les deux éléments sont deux éléments marquants, ce côté financiarisation et ce côté, je dirais, écosystème qui se développe très très vite. Alors par ricochet, j'allais dire, ce qui est marquant aussi, je trouve, sur l'année 2025 pour les cabinets d'expertise comptable, c'est que je trouve que finalement on bénéficie pas et on s'appuie pas assez sur les opportunités que nous ouvre notamment la facture électronique, parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui sont relativement attentistes en fait sur ce sujet de la facture électronique et c'est un peu dommage, enfin vu de mon point de vue, la vitesse de transformation de l'écosystème tech et la vitesse de l'écosystème de transformation des sources de financement des cabinets, je trouve va bien plus vite que finalement la dynamique organisationnelle et d'offre de services que peuvent avoir les cabinets. Et la facture électronique, c'est dans 9 mois, donc maintenant. Tu le dis, il y a encore plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, c'est quoi les opportunités? Déjà, voilà, c'est quoi déjà les premières opportunités? Qu'est-ce que je fais pour les mettre maintenant en place dans mon cabinet? C'est janvier, il y a avant l'APF, je vais voir tous mes clients normalement, ou une grosse partie de mes clients dans les 4 prochains mois. Qu'est-ce que je dois faire? Les opportunités, c'est déjà, à mon avis, de prendre la place vraiment de celui qui va être le référent facture électronique auprès de mon client. Moi, je le redis, on l'avait dit l'année dernière, mais c'est vrai que le compteur passe et l'horloge tourne. C'est vrai que il faut absolument que le cabinet comptable et l'expert comptable et son équipe soit celui vers qui le client va se tourner pour parler facture électronique. Et ça me paraît super important, même si on a, entre guillemets, ce qu'on appelle aux États-Unis en ce moment un peu un fuzzy time, c'est-à-dire en gros un monde un petit peu flou. On n'a pas forcément encore fait tous ces choix. On n'a pas encore forcément tous les détails, comment va fonctionner le e-reporting ou autre. Mais on s'en fout. Entre guillemets, ce qui compte, à un moment donné, c'est de dire, c'est moi qui dois marquer mon territoire, c'est par moi que ça doit passer. Et ça, j'allais dire, on est en effet début janvier, c'est clairement important de l'avoir en tête parce que dans à peine 4 semaines, tout le monde va être, entre guillemets, en période d'hibernation. Et dans la période d'hibernation, moi, je peux vous dire que les mondes bancaires, les plateformes bancaires, les plateformes financières, etc., elles vont dérouler quand même et elles vont matraquer que du coup, il y a de la facture électronique qui arrive très vite et qu'il faut s'en saisir. Donc ça, c'est la première remarque. Et puis la deuxième chose qu'il faut évidemment avoir en tête, c'est que il faut très vite que le cabinet, en effet, construise une offre, ou en tout cas, quelle va être sa politique pour le passage à la facture électronique. Moi, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'on a vraiment des cabinets qui sont très en ordre dispersé sur ce sujet. Il y a ceux qui ont déjà choisi comment ils vont facturer, comment ils vont monétiser, je dirais, le choix de la plateforme, la mise en œuvre. Il y a ceux qui, au contraire, disent je vais pas facturer, je vais rien faire, ça va bien se passer et puis on verra comment ça se passe. Et puis au milieu, il y a ceux qui savent pas trop parce qu'ils n'ont pas encore vraiment réfléchir. Là, je trouve qu'il y a vraiment un déficit, si tu veux, de passage à l'acte et de passage à l'action. Alors, ok, on peut se rassurer en se disant, finalement, la première étape, c'est la réception, et puis derrière, il y aura l'émission pour beaucoup de petites entreprises, et donc ça laisse encore un an pour y passer. Certes, cela dit, moi j'ai l'habitude de dire, c'est maintenant quand même que ça se joue dans l'esprit de votre client, quoi. On part d'une position haute. Quand on échange avec des entrepreneurs, on voit que ça y est, depuis 3-4 mois, le sujet de la facture électronique, il arrive dans les têtes des entrepreneurs. Après, c'est, comme je le disais, assez flou pour eux. Donc ce qui va compter, c'est qui apporte la clarification, qui apporte finalement le sujet sur la table. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu radical et majeur pour l'année 2026. Tu vois, Gilles Bossigère en parlait dans l'épisode qu'on a fait ensemble où il a dit, et c'est pour ça que je me permets de le répéter,
même si je ne sais pas encore quel PA je vais prendre, j'ai au moins communiqué avec tous mes clients. C'est-à-dire que j'ai déjà passé l'info, je suis le support de communication et je garde la main. Et je choisirai après, je leur dirai je choisirai après. Mais il y a vraiment un coup à jouer maintenant, quoi. On a des cabinets, si tu veux, quand on les accompagne, qui ont par exemple 93% de taux de signature de mandat en sachant pas encore exactement quel PA ils vont prendre. Mais ils ont fait une vraie démarche. À l'inverse, je peux avoir des cabinets qui ont 40% de signature de mandat, qui savent pas trop et qui font pas trop de relance. Et puis j'en ai même que l'on croise qui disent finalement je vais laisser passer et c'est mon client qui va se débrouiller tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que et je l'ai toujours estimé, on l'avait dit l'année dernière, je pense que la facture électronique est un révélateur de ta capacité stratégique à te projeter dans une mise en œuvre qui n'est évidemment pas sûre en termes de techno, de ce que vais-je faire exactement et comment ça va se passer exactement, mais en tout cas d'une capacité à aller chercher, je dirais, le client et à l'accompagner. Et ça me paraît hyper important parce qu'en fait, tous les sujets qu'on va avoir à partir de maintenant, j'allais dire, avec l'arrivée notamment de l'IA qui va transformer nos tâches, tous les sujets sur lesquels on va être maintenant en tant que professionnel comptable, c'est des sujets sur lesquels on peut avoir des attitudes différentes de cabinet et donc des actions différentes. Et c'est sûr que ceux qui vont être très proactifs, ils n'auront pas en fait le même retour que ceux qui vont être très passifs dans la démarche. Donc vraiment, il y a une question de proactivité. Alors, on a l'habitude de le dire, la période fiscale va être là, ça va être complexe parce qu'on va gérer en même temps, en effet, notre cœur de métier qui est la production des bilans et des liasses. De toute manière, il faut s'organiser parce que il va falloir en parler avec le client. Donc, il va falloir trouver le moment d'engager la conversation avec lui. Si vous engagez pas la conversation avec lui sur ce sujet-là, là, je vous garantis que dans les 6 mois qui viennent, d'autres vont engager la conversation avec lui et du coup, ça sera plus complexe ensuite par la suite. Ça me fait penser comme aux US, on en parlait l'an dernier, ils ont vraiment le CAS, donc le Client Advisory Services, qui est, si je le vulgarise grossièrement, c'est comment tu fais du conseil, quoi, et comment tu vends du conseil maintenant de façon régulière. Là, c'est à mon sens l'une des grandes opportunités de la facture électronique, parce que dans la tête du client, tout le monde lui dit que sa compta elle va être faite automatiquement et que les factures vont passer tout de suite, donc ça va être en temps réel. D'où l'importance aussi d'avoir la main sur la com. Comment toi tu recommandes en tout cas de prendre cette posture de conseil et profiter de la facture électronique et de ces rendez-vous bilans et de ces moments d'échange pour justement prendre cette posture de conseil? Je crois que la première chose, c'est de clarifier en effet la réforme assez rapidement pour le client. Donc ça veut dire lui fournir tous les outils qui lui permettent de comprendre la réforme. Ça veut dire aussi ne pas la réduire au choix d'une PA. Moi, je regrette aujourd'hui que beaucoup de cabinets réduisent en fait la facture électronique à je vais prendre une PA, donc comme j'ai réglé le choix de la PA, c'est bon. En fait, en réalité, la facture électronique, c'est un enjeu de transformation de mon process d'acquisition des flux. Et donc, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on simplifie non plus trop le process pour le client. Je prends un exemple souvent pour dire, on a des choix dans la facture électronique, par exemple, d'avoir plusieurs adresses accessibles. C'est vrai que la plupart des fournisseurs, ils vous vendent généralement une adresse sur une facture électronique parce que eux, ce qui les intéresse, c'est finalement de contractualiser avec vous et puis d'en mettre une en place. Mais en réalité, comme on peut avoir plusieurs adresses et plusieurs PA à la limite, ce qui est intéressant, c'est de voir quel type d'organisation va matcher avec mon client. Et ça, c'est du conseil. Ça part, entre guillemets, d'une nécessité obligatoire de réaliser quelque chose, mais derrière, je peux faire du conseil, je peux délivrer un acte, je dirais, d'organisation et d'accompagnement. Donc vraiment, je pense que il faut avoir cette posture de se dire, par rapport à un sujet qui est en effet un sujet technologique et un sujet technique, comment j'en fais une brique qui conduit à optimiser la performance de l'entreprise. La facture électronique, en soi, c'est bien pour l'État. Pour nous, ça doit conduire à optimiser la performance de la relation de l'entreprise et optimiser, je dirais, sa gestion des flux. Donc, très clairement, moi, ma remarque, c'est il faut expliquer ça aux clients. Souvent, ce qu'on préconise, nous, c'est en effet la réunion d'information. Derrière, on explique, en effet, aux clients ce que ça change. Et puis, derrière, très vite, il faut être capable de dégainer une offre de service. Si vous dégainez une offre de service d'accompagnement, justement, dans la hiérarchisation des flux, dans ce qu'on appelle, nous, l'orchestration des flux, vous êtes crédible et vous arrivez à vendre quelque chose. Si vous réduisez ça juste à la facture électronique, c'est une obligation légale, il va falloir une PA, en fait, vous avez vendu quelque
quelque chose, mais vous avez vendu quelque chose qui est celui du partenaire en fait, technologique. Et donc vous avez engendré un déplacement de valeur et vous avez perdu en fait finalement la valeur que vous pourriez avoir vous au niveau du cabinet. Et ça, je pense que c'est vraiment prioritaire de bien le comprendre parce que la technologie demain va nous proposer plein d'opportunités, la réglementation aussi. La question, c'est est-ce qu'on est passe-plat en fait à chaque fois, c'est-à-dire que est-ce qu'on prend le sujet et puis finalement on transporte la valeur chez quelqu'un d'autre, ou est-ce que du sujet que l'on a à traiter, on fait en fait quelque chose qui est en fait gagnant-gagnant. D'un côté, on aura un partenaire technologique qui certes, parce qu'il réalise quelque chose, aura une partie de la valeur, mais de l'autre côté, nous aussi, on aura de la valeur et on pourra augmenter d'une certaine manière le panier moyen avec un objectif évidemment global qui est la satisfaction du client, quoi. Si ton client, tu lui dis pas par exemple qu'en effet pour les notes de frais, c'est peut-être bien d'avoir une deuxième adresse, il va avoir une seule adresse dans la facture électronique, il va avoir tout qui va déverser dans le dossier facture électronique de sa PA, et puis ça va être très vite en fait une très grosse boîte à chaussures numérique dans laquelle on va perdre beaucoup de temps aussi à classer, à organiser. Si à l'inverse tu lui dis parce que vous avez un service de vente, parce que vous avez un service d'achat IMO, parce que ayons 2-3 adresses et organisons les flux qui correspondent bien à votre processus de délégation, là à l'inverse t'as une valeur ajoutée. Donc je crois vraiment qu'il faut avoir cette posture avec les collaborateurs et qu'il faut l'expliquer. Alors c'est vrai que souvent dans les cabinets on a un peu tendance, comme je le disais, à réduire ça au choix de la PA et à dire finalement c'est bon, j'ai choisi ma PA, les gars, tout va bien se passer. En réalité c'est une vraie posture de conseil ou d'accompagnement qu'il faut avoir. C'est comme la dernière fois, tu m'as refait un tilt. En fait, c'est que c'est une logique de marketing quand même, de posture, et donc d'essayer de se sortir de cette position de sachant et donc de simplifier en réalité le choix du prends cette PA, c'est ma PA ou c'est la meilleure PA pour toi et puis basta. En tous les cas, c'est presque, c'est la patate chaude, quoi. Non, j'en veux pas, vas-y, c'est bon, c'est fait. Alors qu'en fait, tu pourrais avoir des sujets, je savais pas que tu pouvais avoir des sujets de plusieurs adresses et qu'en fait, ça pouvait plus vite se retrouver en foutoir. C'est clairement, si tu veux, pour moi, la richesse d'accompagner des clients dans la mise en place de la facture électronique, c'est pas évidemment, le choix de la PA est important, mais ce qu'il faut derrière, c'est bâtir les processus organisationnels avec ton client. Et si tu bâtis les processus organisationnels avec ton client, d'abord, tu lui montres de l'intérêt, ce qui est quand même un élément important. Et puis deux, tu lui montres finalement aussi que tu as un savoir technique qui n'est pas que, en effet, de choisir une PA. Donc ça, je pense que c'est vraiment, si tu veux, une thématique. De la même manière, nous, on voit beaucoup de cabinets qui disent hop, je te sors telle PA, et puis c'est celle-là qui est bien. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire, il faut que le cabinet ait en effet pas... Il y a 122 plateformes aujourd'hui, donc il faut pas que tu aies 122 plateformes dans ton cabinet. Par contre, tu vois, nous, par exemple, on a développé notre propre comparateur de plateformes, et l'idée, c'est pas de dire on fait un comparateur de plateforme pour que le cabinet choisisse la plateforme. C'est de dire au client, dans le cadre de nos missions d'accompagnement, on peut regarder 2-3 plateformes, vous en avez peut-être une en tête, et voilà les différences, voilà ce que ça fait. Et là aussi, tu matérialises en fait ton job de conseil, et tu montres à ton client que c'est pas un choix entre guillemets si évident et qu'il a besoin de toi pour être accompagné. Donc là je crois que c'est là vraiment que, si tu veux, la posture en fait du cabinet peut changer et peut avoir de la valeur. Alors souvent les gens me disent oui, mais est-ce que le client il va vouloir, est-ce qu'on va commencer, est-ce qu'on va arriver à monétiser ça? De toute manière, j'allais dire, le monde de demain dans lequel on va être dans l'expertise comptable va nécessiter que vous soyez capable en fait de créer ces offres et de les monétiser, parce que la commodisation de la comptabilité à l'heure de la facture électronique, elle va être faite de manière radicale, quoi. Si je vais au bout de ma logique, ce qu'on voit dans certains pays où la facture électronique est déjà là, c'est que à l'heure de l'IA et à l'heure de la facture électronique, on commence à avoir des clients qui disent au cabinet, vous mettez dans la lettre de mission que vous allez utiliser l'IA et la facture électronique, ce qui est un peu normal pour informer le client. Du coup, puisque vous le faites, vous réduisez un peu mes honoraires. Donc c'est pour ça que je dis, derrière, j'ai intérêt quand même de déplacer le débat sur la création de valeur et sur la manière dont je peux optimiser, comme je disais, des flux ou orchestrer des flux. J'interromps votre épisode 30 secondes pour vous parler de Booster Digital. Pourquoi ? Parce que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez que votre cabinet bouge. Depuis 7 ans, on a aidé plus de 65 confrères à réussir leur transformation, à débloquer leurs marges, à mieux vendre leurs conseils et à attirer les bons clients. Alors on en parle ? Réservez votre rendez-vous offert avec Alexis. 30 minutes, ici pas de bullshit, que du concret. Le lien est en description. Allez, on reprend. Et je reviens sur la deuxième chose que tu as dit, qui est important, je pense, de revenir et qui colle toujours avec cette posture. C'est que si tu le fais pas,
d'autres évidemment y arrivent, et puis tu as cette logique de valeur du coup qui est transférée aussi chez le partenaire. Et ça, c'est aussi super important de le rappeler encore une fois, c'est que si tu te continues d'imaginer que c'est une patate chaude que tu passes, en réalité, tu passes la valeur à ton partenaire qui va prendre la main dessus, quoi. Et un jour, on arrivera à ce que tu disais baissez-moi les honoraires parce que c'est fait automatique. Ah ben complètement, c'est-à-dire que plus je vais entre guillemets être dans la substitution d'un problème que moi j'ai pour le passer à mon partenaire, plus j'ai un risque en effet que demain, en fait le client me voit comme étant, comme je disais, un peu le passe-plat, et donc me dise finalement votre rôle d'intermédiaire il est pas forcément très monétisé. Moi je suis frappé d'ailleurs de ça, c'est que quand j'échange avec les partenaires de la profession, tous les grands éditeurs, toutes les grandes plateformes, ils disent écoutez, nous d'une certaine manière on fait le job, on a construit les PA, on a construit des systèmes alors plus ou moins pratiques pour récupérer, mais ils sont tous aussi un peu interrogatifs sur le fait que les cabinets finalement sont pas véritablement dans la manière dont ils vont accompagner les clients, mais plus dans la manière dont ils vont juste raccorder l'APA avec leur outil comptable, quoi, en fait. Ouais, on se recache derrière la technique en réalité. C'est un peu ce qui est en train de se passer, alors que dans ce que tu nous peins là, en fait ça bouge très vite de partout, et que c'est des acteurs qui en réalité ont la culture du service client en face, qui viennent sur ce marché. C'est ça ce qu'on est en train de voir en fait très rapidement, quoi. C'est clair. Et du coup, comment... J'allais te dire, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des équipes. Comment t'arrives à embarquer les équipes dans tout ça? On parlait il faut prendre une posture plus commerciale. Comment on peut arriver à les embarquer maintenant? Je crois que c'est vrai que c'est ça l'enjeu, si tu veux. Quand on regarde aujourd'hui l'IA, quand on regarde l'automatisation, quand on regarde la facture électronique, il y a un enjeu, c'est qu'il faut que les équipes comprennent ce changement de posture. Donc là très clairement, je crois que c'est là qu'il faut en effet former, informer. Je fais pas mal d'interventions, de conférences dans des cabinets, dans des groupements pour expliquer ça, parce que en fait, moi ce que je m'aperçois, c'est que souvent les collaborateurs, une fois qu'on leur explique, une fois qu'on leur montre, une fois qu'on les repositionne, je dirais, dans ce rôle-là, ils sont pas du tout entre guillemets opposés à cette dimension-là. La seule chose, c'est que ils comprennent pas forcément toujours où va en fait le cabinet, où va la structure d'exercice professionnel au regard de cette politique d'automatisation. Donc là, il y a un gros travail d'explication. Ça, c'est évidemment un élément majeur. Après, il y a un gros travail également de formation, et c'est là aussi qu'on voit que les cabinets qui prennent de l'avance sont ceux qui évidemment forment. Nous, on forme dans mon groupement, on forme des data contrôleurs, on forme ce qu'on appelle des CAC pour les auditeurs, pour aller auditer, je dirais, les flux électroniques, etc. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour dire, voilà, à nouvelle organisation, à nouvelles compétences, à nouvelles tâches, doit correspondre, entre guillemets, une nouvelle formation et une nouvelle compétence. Et donc ça, c'est hyper important, à mon avis, de le faire. Et puis après, comme je le disais, il faut surtout que le collaborateur ou les équipes comprennent que ça vient, en effet, dans des nouvelles offres de services, et que ces nouvelles offres de services, c'est ça qui va être en fait le carburant. Je te disais en démarrant que le thème du DCPA, c'était la croissance des cabinets. En fait, si tu veux, ça c'est un booster de croissance, c'est un moteur de croissance. Donc il faut que tu arrives à faire comprendre aux collaborateurs que voilà, cette nouvelle posture va être le nouveau booster de croissance pour les années qui viennent. Donc c'est de l'échange, c'est du management, quoi. Ça c'est très clair. Ces nouvelles postures qu'ils doivent prendre, quoi. Ils ont plus le choix en réalité. Là encore, ils y sont à marche forcée. Tu vois, comment tu les conseilles? Comment ils arrivent à driver? L'an dernier, c'était embarquement. Cette année, j'espère qu'ils sont embarqués. Mais tu vois, c'est la technologie, la financiarisation. Il y a une, de mon ressenti, je suis preneur de ton retour, j'ai comme le sentiment qu'il y a comme un peu de peur maintenant, tu vois, alors, peur, inquiétude, tu sais, ça bouge tellement vite que, qu'est-ce qu'ils font de toute taille, en fait, de toute taille. Moi, jusqu'à, on va dire que je discute jusqu'à 200, 300 collaborateurs. Mais tu vois, même là, il y a des questionnements qu'il n'y avait pas avant, et parce que tout le monde bouge, en fait. Le voisin, il est. Comme je te dis, nous on travaille avec des cabinets qui ont 2500 collaborateurs jusqu'à des cabinets qui ont 3-4 collaborateurs. Donc on voit en effet un petit peu tout le scope. Ce qui apparaît très clairement, c'est que j'allais dire dans les associés, dans les générations de dirigeants, il y a quand même une vraie prise de conscience que le monde change. Ouais. C'est-à-dire que je crois que, et ça a été quand même un peu l'avantage finalement aussi de l'intelligence artificielle, c'est que l'arrivée des outils d'IA ont quand même vraiment matérialisé que ce qui était dans les prévisions, ce qui était dans
je dirais, des futurs qui étaient parfois présentés, ça pouvait arriver, et ça pouvait arriver plus vite que ce qu'on imaginait. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et j'allais dire, ça vient un peu en pendant de la facture électronique qu'on annonce pour certains. Moi, ça fait 14 ans que je suis sur ce sujet, donc où on se disait à un moment donné, ça arrivera jamais, et puis finalement, voilà, ça y est, c'est là, ça va être là en 2026. Donc c'est bien parce que il y a un moment donné où justement cette conjonction d'accélération se fait. Après, pour répondre à ta question, on voit pas forcément des gens inquiets, on voit surtout entre guillemets des postures de gens aujourd'hui qui sont interrogatifs sur quelle voie prendre, quelle peut être la manière dont je vais entre guillemets m'organiser pour prendre des décisions. Moi, je considère vraiment que l'année 2026, c'est vraiment une année où en fait on va devoir dans les structures de taille intermédiaire, dans les grandes structures, souvent ils ont commencé ce travail-là, mais dans les structures de taille intermédiaire, c'est moins le cas, dans les petites également, parfois moins. On doit vraiment prendre le temps de justement se dire, bon voilà, on voit bien l'accélération qui vient de se passer, on voit bien que les curseurs en fait de notre profession sont en train de bouger. Et en fait, c'est quoi mon plan stratégique à 3 ans? À 5 ans, si on est très courageux, mais ça devient évidemment plus difficile de prévoir, mais au moins à 3 ans, ça va être quoi mon plan stratégique? Ça va être quoi, en fait, les éléments, les valeurs sur lesquelles je veux pas transiger? Ça va être quoi, en fait, l'alignement avec mes associés ou avec mes collaborateurs? Et ça, c'est hyper important. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on peut pas rester dans une zone, en fait, de non-décision. Comme je disais, l'année 2025, pour moi, tu me demandais à quoi ça correspondait. L'année 2025, pour moi, c'est la concrétisation des signaux faibles qu'on avait anticipés il y a 3-4 ans, sur lesquels, moi, quand j'animais dans des réunions, on me disait, ah bon, tu crois vraiment? Là, ils l'ont vu en vrai. Par contre, l'année 2026, ça doit être l'année, en fait, de l'alignement stratégique, de la prise de décision stratégique, pour ensuite pouvoir exécuter. Parce que ce qui est vrai, c'est que ceux qui ont pris un peu d'avance, ils vont exécuter à partir de 2026, 2027, 2028. Et tu vois, là, on diffuse en janvier. Comment je fais? Alors, l'avantage, c'est que l'épisode va vivre toute l'année. Et comment je fais pour commencer ce plan stratégique? Tu vois, si j'y suis pas encore. Par où je commence? Je suis entre associés, combien de réunions ça me prend, quelles sont les étapes? Généralement, ce que je pense, c'est que il faut avoir ce qu'on appelle, nous, un degré de maturité d'équipe, pour démarrer un accompagnement ou une réflexion stratégique. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins qu'au niveau des associés, au niveau des cadres clés du cabinet, il y a un partage du constat, en fait. Et ça, l'avantage aujourd'hui, normalement, c'est qu'aujourd'hui, c'est bon, ouais. Voilà, c'est facile à faire. Pour démarrer la réunion, ça marche. Ça marche bien. Et je dirais, comme je te dis, avant, on pouvait avoir des gens qui disaient, ah bon, vous pensez que ça arriverait? Là, maintenant, on a des preuves. Donc, je dirais, les autopsies sont faciles à faire aujourd'hui. On peut montrer à la fois les cas d'échec à l'international et les cas également de réussite quand ça démarre en France ou en Europe. Donc ça, c'est la première remarque. Puis après, si tu veux, il y a un processus qui est évident, qui est un processus à la fois de diagnostic et ensuite de formulation stratégique. Et ça, généralement, c'est quelque chose qui se déroule entre je dirais, 2 à 3 mois et 6 mois. Mais moi, mon constat, si tu veux, là-dessus, c'est que c'est clairement un objectif de l'année 2026. Donc ça veut dire qu'en effet, comme les gens sont pas mal la tête dans le guidon dans les périodes fiscales, évidemment, il faut l'enclencher assez tôt pour avoir le temps que chacun récupère, entre guillemets, son niveau de maturité en termes d'équipe. Et puis ensuite, ça veut dire que probablement, en fin d'année 2026, il faut formaliser des vrais plans stratégiques pour les années qui viennent. Moi, je crois véritablement que 2026, c'est pas une année de transition, parce que y en a qui disent parfois c'est une année de transition 2026. Nous, on considère pas que c'est une année de transition. C'est finalement une année 1, mais c'est vraiment une année 1 de transformation qui peut donner juste derrière des gens qui vont rattraper très vite à partir du moment où ils auront les idées claires. À l'inverse, celui qui aura pas les idées claires à la fin de l'année 2026, j'ai peur que, d'abord, je pense que le phénomène de financiarisation commencera à se tasser en 2027-2028, parce que les grandes plateformes seront déjà là. Ils auront dépensé, elles auront dépensé, etc. Enfin, c'est ce qu'on a vu sur le marché américain. C'est qu'au départ, en 2019-2020, ça s'est accéléré, puis après, ça s'est un tout petit peu calmé, donc la prédiction est la même. Mais par contre, inversement, ceux qui auront, entre guillemets, pris une avance dans l'exécution de leur plan, ou parce qu'ils ont des moyens, ou parce qu'ils ont été très bons dans l'exécution de leur plan, eh bien, en fait, derrière, ils vont accélérer très vite. Et c'est là qu'on va avoir finalement une profession qui va se refragmenter avec finalement pas forcément des cabinets de très grande taille par rapport à des cabinets de petite taille, plus des
cabinets de très grande vélocité et des cabinets de moins grande vélocité. Et je pense que c'est là que va se faire vraiment l'écart entre les structures. Donc oui, ma recommandation vraiment, c'est le réalignement stratégique des équipes de direction, des associés dans qu'est-ce que l'on veut faire pour les 3 à 5 ans qui viennent. C'est vraiment un sujet de 2026 si vous l'avez pas traité en 2025. Ouais. Et ça, c'est vraiment une vraie priorité, quoi. Et ce qui permet justement derrière, avec ce document et cette présentation et ce travail, d'aller expliquer aux collaborateurs comment ils changent, pourquoi ils changent, en donnant un cap, du sens, etc. quoi. Exactement. Ouais. Exactement. C'est intéressant, tu le vois pas en année, c'est pas une année de transition, quoi. C'est presque la continuité. Non, mais je dis c'est pas une année de transition parce que, je te dis c'est plutôt une année 1 de nouveaux modèles parce qu'on a des gens quand même qui ont déjà des nouveaux modèles. Ouais, faut pas croire. Moi, on parle de facture électronique, mais par exemple, je vais te donner un autre exemple. Moi, l'autre jour, j'étais dans un cabinet et c'est pour illustrer comment les gens peuvent prendre un peu les choses différemment. J'étais dans un cabinet où, tu sais, il y a le sujet en ce moment, qui est arrivé entre septembre et octobre, qui était le sujet de l'anonymisation des cabis pour les dirigeants. Bon, allez, 90% de la profession est informée évidemment de cette mesure-là. 90% de la profession, je dirais éventuellement, alors peut-être pas 90%, mais 60% ont envoyé un courrier, un mail pour dire tiens, il y a cette mesure-là, etc. Et là, j'étais dans un cabinet, moi, qui a retravaillé son offre de service. Et par exemple, si tu veux, tous les chefs d'entreprise ont reçu un petit mail avec, en fait, on vous propose automatiquement de faire cette action-là pour 70 €. Et si vous voulez pas la faire, vous nous le dites. Mais comme on pense que le monde devient plus risqué, qu'on n'a pas envie, en gros, pour faire simple, que vous ayez demain un client mécontent, un salarié mécontent, un fournisseur mécontent qui vienne à votre porte, on vous conseille de faire cette anonymisation. C'est toujours la même histoire, si tu veux. Dans la monétisation, tu monétises une obligation légale, tu simplifies la vie de ton client parce que du coup, il aura peut-être pas le problème d'avoir quelqu'un devant sa porte, ce qui peut être quand même dans un monde qui devient de plus en plus complexe, ambigu et judiciarisé, ça peut être un problème. Et en même temps, tu lui as montré que tu veillais à ses intérêts et finalement, toi, tu as fait, entre guillemets, ton job de monétisation du sujet. Et donc ça, si tu veux, c'est vraiment pour moi un changement de posture. Et tu as des cabinets qui font ça. Moi, j'ai des cabinets qui ont aujourd'hui, en effet, déjà formalisé des forfaits, entre guillemets, sur la technologie, sur du coup les plateformes électroniques qui vont appliquer dès le 1er janvier 2026 et qui du coup vont engranger, avant même que la facture électronique arrive, ils vont engranger déjà les bénéfices, si tu veux, du passage à la facture électronique, puisqu'ils ont facturé d'une certaine manière une transformation à leurs clients de manière presque obligatoire. Mais ça fait une très grosse différence avec le cabinet qui ne sait pas encore combien il va vendre, est-ce qu'il va vendre, est-ce qu'il va pas vendre. Donc c'est pour ça que je te dis, on n'est plus trop pour moi dans une année de transition, on est plutôt dans une année, je suis pas coureur de marathon comme certains, mais j'allais dire, si je courais le marathon, je dirais on est plutôt dans une année où on voit qu'il y en a, ça y est, ils sont partis sur un autre rythme. Donc la question c'est comment toi tu imprimes ton rythme et comment éventuellement tu vas petit à petit les rattraper. C'est pas la peine forcément de partir comme une balle, mais c'est vrai que derrière, par contre, il faut que tu enclenches un rythme. À l'inverse, si tu démarres ton marathon en n'ayant aucune idée de quel est ton rythme, de quelle est ta fréquence de course, tu risques d'avoir un vrai problème. Ça va être long. Ça va être très très long. Ça va être un mauvais moment. Ouais. Ok. La course est partie. Mais j'aime bien l'image de l'année 1. Pour dire qu'en fait c'est pas encore trop tard, on peut encore se bouger et partir en reconstruisant et donc en prenant quand même cette posture que tu as bien décrite de conseil, d'accompagnement et en mettant ce vernis market quand même cette posture. En plus, ce qui me fait dire, si tu veux, que c'est une année 1 et pas une année de transition ou une année 0, c'est qu'on le voit bien, par exemple, sur le sujet de la financiarisation, tu as déjà des gens qui sont passés à l'action. On a quand même des fonds qui sont maintenant au COMEX de plusieurs grands cabinets. On a des plus petits cabinets qui ont fait le choix de rejoindre des structures pour s'adosser. J'allais dire, nous, moi, avec ma casquette de secrétaire général de groupement, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent rejoindre des groupements comme le nôtre parce qu'ils sentent bien qu'il se passe quelque chose. Donc j'allais dire, on est plus trop dans l'année où les gens s'observent. On commence à être vraiment dans l'action. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il faut que ça transpire sur 22 000 experts comptables, ce qui est évidemment plus difficile pour l'ensemble de la population. Ouais. J'aimerais qu'on ouvre la partie IA quand même un petit peu. On a mis du temps avant de rentrer dedans, mais c'est bien, ça change un peu du fait d'en parler. Qu'est-ce que tu as vu cette année qui était
vraiment concret, tu vois. Est-ce que tu as vu une accélération? Est-ce que ça s'est pris en main? Quels sont les cas un peu que tu as pu voir? Ce qu'on voit déjà, c'est que les études qui paraissent sur l'intelligence artificielle, que ce soit en France ou dans le monde, montrent que aujourd'hui on a des outils d'IA qui commencent à être très performants. C'est-à-dire que très performants en termes d'analyse, très performants en termes de réconciliation de tâches, très performants en termes, je dirais, de travaux qui peuvent être menés. Ça, c'est la première chose. Et il y a une étude justement qui était présentée lors du Digital CPA et que nous, d'ailleurs, on rapporte dans le numéro de décembre de la revue La Profession Comptable, qui dit en fait quand les cabinets déploient à 94%, ils y trouvent des gains de satisfaction et des gains de productivité. Donc ça c'est très clair que, je dirais, la preuve que l'IA peut marcher, elle existe. Alors je dis ça parce que on voit aussi en ce moment pas mal d'études où les gens disent oui, il y a des projets d'IA qui échouent, etc. Oui, certes, mais il y en a aussi qui réussissent. Et puis j'allais dire, tout dépend aussi de l'ambition que tu as donnée à ton projet d'IA pour mesurer si ou non c'est une réussite ou c'est un échec. Donc ça c'est la première remarque. Après, ce que l'on voit nous concrètement, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis en tout cas à faire du shadow IA et que la pratique professionnelle, là, elle en prend un vrai coup sur la tête, parce que, en gros, quand on fait du reverse prompting, on voit bien sur les outils que, en fait, les gens ont alimenté les chats GPT, les Gemini et autres, de documents qu'ils auraient pas dû, puisqu'on arrive à les retrouver, ou en tout cas, on arrive à retrouver des éléments de source, etc. Donc, moi, ce que ça m'inspire, et en tout cas, nous, c'est la ligne qui nous guide quand on accompagne des cabinets dans ces éléments-là, c'est de dire, il faut maintenant, on est à l'ère où il faut encadrer la pratique de l'IA, et quand je dis l'encadrer, c'est accompagner nos collaborateurs à vivre avec et accompagner les projets. Donc, qu'est-ce qu'on voit, nous, qui commence à apprendre et à marcher? C'est clairement de proposer des solutions d'IA, entre guillemets, souveraines, permettant de faire ça en sécurité pour les collaborateurs, et là aussi d'expliquer la stratégie IA du cabinet et de la structure. Et donc ça, c'est vraiment le point important. Après, sur le plan plus pratico-pratique, ce qu'on voit, c'est que les agents IA sont en train, entre guillemets, d'arriver un peu partout dans les cabinets. Aux États-Unis, au mois de juin, QuickBook a lancé, je dirais, les agents QuickBook qui sont quand même très forts, qui réalisent à peu près 30 à 40% de révision automatisée. Aujourd'hui, quand on regarde que ce soit Pennylen, que ce soit Cegid, que ce soit Income, ils ont tous aujourd'hui dans leur gamme une réflexion, ou en tout cas un développement d'outils qui est en train de venir se mettre en termes d'agentisation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est marquant, parce que là aussi, ça veut dire qu'il va falloir accompagner ce mouvement de comment je travaille avec en fait un collègue numérique qui est mon outil et qui est l'agent IA et qui va m'aider à travailler. Après, comment concrètement font aujourd'hui les plus grosses structures? Très clairement, les plus grosses structures, elles développent leur propre projet d'IA et d'agents, éventuellement mutualisant quand on est plusieurs gros ensemble. Et nous, notre idée, c'est qu'on va s'acculturer en fait en faisant ça, en expliquant aux collaborateurs ce que ça peut apporter, là où on va gagner du temps. Après, je crois pas du tout qu'il faille vouloir dire, quand je fais de l'IA, je supprime et je remplace toutes les tâches ou rêver. On voit dans les retours d'expérience des cabinets qui sont assez avancés, notamment à l'étranger là-dessus. Je disais, les Américains sont dans un mode un peu débridé, donc ils ont moins le RGPD, ils ont moins, entre guillemets, l'IA Act, donc ils peuvent y aller plus fort dans les cas d'usage. On voit que dans les cas d'usage qui remontent et qui développent, on voit que du coup, ce qui compte pour eux, c'est vraiment de dire, je regarde, je m'assois à côté du collaborateur, je regarde ce qui prend 80% du temps, et si ces 80% de temps peuvent être remplacés par de l'IA, là, ça vaut le coup que je fasse quelque chose. Si ça prend 20% du temps, c'est pas la peine, quoi. Je me mets pas sur, entre guillemets, ce sujet-là. Après, pour revenir à ton idée du degré de maturité, ce qui va monter aussi, parce qu'on le voit aussi beaucoup à l'international, c'est les fonctions, en fait, support de l'IA dans le cabinet. Tous les grands cabinets américains avec lesquels on discute, alors quand je dis des grands cabinets, c'est pas le Big Five, c'est plutôt des cabinets de 700-800 personnes, mais ces cabinets de 700-800 personnes, ils ont tous maintenant un directeur de l'IA, quoi, dans leurs équipes. Et ils ont tous des gens qui travaillent sur, en effet, l'automatisation. Donc j'allais dire, ce qui est en train quand même
de transpirer, c'est que là aussi, on va avoir des vitesses différentes d'adoption de l'IA dans les structures. Donc, à chacun, là aussi, de trouver son rythme, et puis aussi peut-être de questionner, et ça, c'est l'autre élément, c'est que je pense qu'il faut aussi de plus en plus questionner nos éditeurs sur c'est quoi leur roadmap par rapport à ça, et commencer à tester les outils. Évidemment, ils sont pas parfaits. Utiliser des agents IA dans certains outils aujourd'hui, c'est pas encore parfait. Par contre, c'est pareil, il y a toute une acculturation qui va se faire, et là aussi, c'est bien d'enclencher la démarche avec les équipes et de co-construire un peu, si tu veux, les agents qui vont être avec nous demain. Et là encore, l'idée, c'est de dire, si nous on le fait pas, c'est par l'extérieur que ça va se faire. Donc du coup, en effet, on est obligé d'y aller, parce que c'est pas de se dire tiens, est-ce que je protège mon job ou pas. C'est que de toute manière, je dirais, tes tâches ou tes travaux, ils vont être, je dirais, sur la sellette par d'autres. Alors autant par l'interne essayer de redéfinir quelle peut être ma valeur ajoutée dans le processus, en fait. C'est quoi ta vision sur la place de l'IA, tu vois, fin 2026? Fin 2026, si tu veux, je pense que on n'aura pas une transformation certainement telle qu'on l'a eu sur les 3 dernières années, parce que les 3 dernières années, ça a été quand même le boom de l'IA générative et de l'agentisation. C'est fou en 3 ans. Par contre, j'allais dire, tu sais, on a souvent cette courbe là de la technologie où ensuite il y a un pic de déception, et ensuite on a en fait progressivement une adoption. J'allais dire, moi je pense qu'on va démarrer en fait la courbe de l'adoption. C'est-à-dire très clairement, nous, la feuille de route qu'on a, par exemple, pour les cabinets qu'on accompagne sur ces sujets-là, c'est de dire, ok, 2026, c'est l'année où on sécurise maintenant le process, où on embarque le maximum de gens, et c'est l'année où on fait nos cas d'usage et où on s'aperçoit que, ok, l'IA, c'est pas mythique dans le sens ça va pas tout renverser et tout supprimer, c'est pas non plus nul, parce que si on le fait sécuriser, si on le fait je dirais avec des valeurs, avec un certain nombre de règles bien précises, ça devient un outil vraiment performant, et en même temps construisons les cas d'usage qui vont nous faire gagner du temps et qui vont nous permettre d'être centrés, comme je disais, sur là où je peux délivrer de la valeur pour mon client. Donc c'est pour ça que là, du coup, l'année 2026, pour moi, c'est une année maintenant de construction et d'appropriation par notre profession des modèles d'IA qu'on peut utiliser. On n'est plus dans la découverte des outils d'IA générative, on est plutôt donc comment maintenant j'intègre ça dans mes processus, et comment est-ce que je vais gérer ça dans mon cabinet. Après, il est clair que si j'ai un cabinet où personne n'utilise de l'IA aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet, c'est l'employabilité. Je sais pas si, tu as dû voir comme moi tout ce qui se passe justement aux États-Unis. Et ouais, c'est encore très aux USA. C'est vraiment impacté les US, pas encore. Voilà, il y a vraiment une réflexion aux USA sur la disparition des jobs qui peuvent être liés à l'IA, avec même des boîtes qui font passer des tests pour savoir si le collaborateur peut être, je dirais, adapté à un monde avec de l'IA. J'allais dire, nous, on a la chance en Europe d'être quand même assez protégés de ces approches-là qui sont très, très américaines. Après, ça veut dire aussi qu'en tant qu'employeur, pour ceux qui nous écoutent, il y a un vrai rôle de responsabilité qui est de former les gens. L'IA va devenir, entre guillemets, comme une langue étrangère, quelque chose qui est absolument nécessaire quand je suis dans certaines fonctions. Donc pour moi, vraiment, si tu veux, l'année 2026, c'est l'année du passage à l'échelle, progressivement de certains cas d'usage, pour probablement aller sur 2027. Et là aussi, ça rejoint un peu mon idée de marathon tout à l'heure. Il y a un moment où tu dois accélérer, et probablement que 2027-2028 vont être des années d'accélération forte de l'IA. 2027-2028, pourquoi ? Notamment parce qu'on va avoir beaucoup de data avec les factures électroniques, et donc si tu veux, dans les data lakes, dans les réservoirs de données qu'on peut avoir, on va pouvoir commencer à vraiment utiliser ça au maximum. Et tu vois, en parlant de data lake, et après on va faire une petite partie rapide sur les, si tu me laisses encore un peu de temps, mais parce qu'on n'a pas ouvert la boîte de Pandore des éditeurs, et je me dis tiens, comme ça garde les auditeurs jusqu'au bout, parce qu'il y a une boîte de Pandore. Non, mais tu vois, en parlant de data lake, l'épisode qui sortira après toi, c'est avec Jonathan Sturm, directeur général du cabinet Concerto, et il m'a parlé d'Impulse Data, tu vois, et il y a ce sujet, donc en effet de la data.
comment font les cabinets qui sont pas chez Impulse Data, en gros, pour bénéficier à plein? Alors, je veux pas faire la pub d'Impulse Data, mais comme il me l'a expliqué, ça y est, j'ai compris ce que c'était. Mais tu vois, je me dis, la data, si c'est pas l'or, parce qu'on va pas la revendre, mais c'est ça qui va te permettre d'analyser exactement tout. Comment les cabinets peuvent s'en saisir? C'est vrai que pour partie avec d'autres à l'origine d'Impulse Data, si tu veux, nous, notre vision, c'est qu'à un moment donné, quand on va être dans un monde post-facture électronique et avec en effet de l'IA généralisée, la data va être utile. Pourquoi elle est utile? Parce que ça va te permettre de donner de la valeur à tes analyses, à ton client, etc. Et puis à terme, ça nous permettra aussi surtout d'entraîner des modèles d'IA qui seront de plus en plus spécialisés, parce que l'IA va se spécialiser de plus en plus. Et donc évidemment, avoir de la data comptable, sociale, de la data quelle qu'elle soit, même la data de facture, ça sera évidemment important et intéressant. Après, comment font les cabinets qui ne sont pas membres d'Impulse Data? Je crois que la remarque, c'est que Impulse Data, c'est pas une organisation qui est fermée. On est ouvert. Je dirais, on a par exemple cette année accueilli 7 nouveaux membres, puisqu'on est un consortium avec près de 16 acteurs aujourd'hui qui sont du monde de l'expertise comptable et de la technologie dans le consortium. Donc ça existe et probablement qu'il y aura des offres demain pour des cabinets qui seraient pas membres de Impulse en tant que tel. Après, ce que j'allais dire, c'est que de toute manière, les éditeurs, on le sait bien, sont aussi sur ce sujet-là. L'institution est aussi sur le sujet de la constitution de son data lake. Moi, j'allais dire, je pense qu'on va être dans un monde où on peut avoir des data lakes souverains qui peuvent collaborer. C'est pas du tout, en tout cas nous, notre conception, elle est pas, je dirais privative, elle est plutôt extensive. Après, ce qu'il faut évidemment, c'est avoir des règles communes et je dirais la manière de faire vivre ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que notre postulat de départ, si tu veux, c'est de dire à un moment donné, il faut quand même que les cabinets, que la profession soit en maîtrise de pouvoir avoir sa souveraineté sur ce sujet-là sans complètement dépendre d'acteurs étrangers. Parce que tu dis qu'on va ouvrir la boîte de Pandore, on y va. Mais la boîte de Pandore éditeur, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on regarde aujourd'hui les écosystèmes d'éditeurs en France, et moi j'ai l'habitude de dire il y a 5 grands écosystèmes qui sont en constitution aujourd'hui, ce qui est quand même assez frappant, c'est que, comme je le disais, on aurait fait ce podcast en 2020, on aurait dit, ok, les éditeurs, c'est les éditeurs français. Aujourd'hui, quand on fait ce podcast en 2026, ou 2025, fin 2025, début 2026, on voit quoi? On voit que très clairement, ces 5 grands écosystèmes sont avec des actionnaires qui sont internationaux et du coup ça interpelle quand même aussi sur la capacité à être souverain sur ces données, quoi. Donc si tu veux, je pense que le sujet il est quand même là, il est de dire quand on a de la data, c'est bien de pouvoir l'utiliser, c'est bien de pouvoir collaborer et c'est bien de profiter de la puissance technologique d'acteurs qui peuvent être mondiaux ou en tout cas avec des capitaux mondiaux. C'est bien aussi de se dire à un moment donné, nous on l'a aussi, et si demain on doit changer de posture, on peut le faire. J'allais dire, c'est un petit peu la question de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté médicale, de la souveraineté très important. Militaire, c'est un petit peu ça, quoi, aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais peut-être quand même que le contexte global qui a marqué le DCPA et qui marque quand même probablement l'année 2026 et qui moi me marque plus en tant qu'observateur, je dirais des grands équilibres macroéconomiques, c'est qu'on voit quand même que le monde, il est plutôt dans un monde qui se referme aujourd'hui. Moi, tu sais, je vais beaucoup dans la Silicon Valley aussi pour voir les startups de ce coin-là et échanger avec les gens. On voit vraiment quand même que la Silicon Valley, elle est en train de switcher. C'est-à-dire que il y a 10 ans, on était dans un monde où on avait des baby-foot, on avait des poufs et tout le monde était plutôt sympa et ça se passait bien et on était plutôt sur comment on va faire des outils pour le bien-être, etc. Aujourd'hui, les fonds d'investissement de la Silicon Valley, ils financent des drones, des capteurs, de la reconnaissance faciale, des outils de contrôle, je dirais, numérique ou de population. Donc c'est fini l'époque du make world a better place. C'est un peu ça en fait qui est quand même un peu frappant. Et donc j'allais dire, faut se dire aussi que voilà, la donnée des entreprises françaises, c'est peut-être bien aussi qu'elle soit dans des data lakes français ou en tout cas d'une partie avec une souveraineté française, quoi. Et puis tu as une vraie tension même avec la Chine qui est vraiment très en place aussi en matière d'IA, donc eux en fait ils se livrent une guerre entre eux, et donc tu as une vraie logique de souveraineté. On ouvre rapide la boîte de Pandore des éditeurs parce qu'il s'est passé encore aussi là, tu vois, par
pareil, si on revient sur l'année 2025, il s'est passé plein de choses. Comment tu vois la suite un peu sur 2026? Le congrès aura lieu à Paris, qui aura, tu vas parler je pense que tu vas avoir les éditeurs de PA, les banques aussi qui vont arriver, qui vont vouloir prendre encore plus de place. C'est quoi un peu ta vision, toi, sur le marché des éditeurs 2026? D'abord, sur le congrès 2026, je pense que ça sera un grand congrès avec beaucoup de partenaires, puisqu'on sait que il y a beaucoup de partenaires qui veulent être présents au congrès. Je pense que ça, c'est un bon signe, évidemment, en dynamisme pour la profession, pour l'attirance. Après, il faut aussi se dire quand même que ça montre bien toute la valeur que l'on peut avoir aujourd'hui, parce que les partenaires passent par nous, et donc ça montre aussi que tant mieux, on les attire pour l'instant, mais que derrière, il faut pas être naïf non plus. Comme tu dis, je pense que le congrès 2026, on aura des grandes banques qui auront des stands beaucoup plus grands, on aura des éditeurs qui auront des stands encore plus grands que les autres années. Non, ce qu'on voit très clairement, nous, c'est qu'il y a des écosystèmes qui se créent. Donc il y a l'écosystème Pennylen, il y a l'écosystème Visma, il y a l'écosystème Septéo, il y a l'écosystème Cegid, et puis il y a l'écosystème que j'appelle AJ MyUnisoft. Ce qui est intéressant de voir, c'est que des fois c'est pas toujours évident de décrypter, puisqu'on a des fonds d'investissement qui peuvent être chez les uns et chez les autres. Les uns et chez les autres. Donc ce qui montre aussi que même pour eux, parfois, ça doit pas être toujours évident de savoir quelle est la ligne qu'ils doivent pousser, et ça montre aussi la prise de risque que peut prendre des fonds. Non, ce qui est marquant là-dedans, c'est que tu vois que sur ces 5 grands écosystèmes, ils ont un effet, je dirais, un effet consolideur aussi au niveau de la profession, parce que en dessous, on a des éditeurs entre guillemets qui sont franco-français, qui ont, je dirais souvent, drivé la croissance des cabinets sur les 10 ou 15 dernières années, mais qui sont hyper sollicités du coup par ces écosystèmes-là pour les rejoindre, parce que la course de ces grands écosystèmes, c'est évidemment d'avoir, je dirais, une taille significative, et puis surtout de montrer à leurs investisseurs, à leurs fonds, qu'ils ont en effet du coup toujours une traction forte. Donc moi, ma remarque, c'est qu'on voit bien que progressivement quand même nos éditeurs franco-français passent sous pavillon de ces grands écosystèmes-là. Ça, c'est la première remarque. Et que du coup, il y a un peu deux stratégies aujourd'hui des cabinets, en tout cas qu'on voit d'où sur le terrain. Il y a ceux qui croient en un écosystème et qui foncent sur un écosystème et qui se disent voilà, je prends cette brique là de l'écosystème et je construis entre guillemets mon modèle stratégique dans cette brique là. Alors j'allais dire, tu vois, je fais presque un lapsus, parce que quand je dis je construis mon modèle stratégique, ils construisent leur modèle technologique avec un écosystème. Moi, ma question, c'est si ce modèle technologique que vous construisez va bien avec votre modèle stratégique, j'ai aucun problème. Si par contre votre modèle technologique ne va pas avec votre modèle stratégique, là il peut y avoir quand même une discussion un petit peu sérieuse dans le cabinet. Donc ça, c'est une première vision. Après, il y a une deuxième vision qui, je pense, va exister aussi dans les structures. Alors évidemment, la première vision, elle a l'avantage que tu simplifies ton organisation, tu rationalises, t'as un outil ou une gamme d'outils qui communiquent bien entre elles. Ça se passe bien, quoi. Je veux dire, t'as des gains de productivité qui vont être assez vite énormes, puisque du coup, t'es dans un environnement, je dirais, assez cloisonné d'écosystème. Après, la deuxième remarque, c'est que t'as des gens qui ont une vision un petit peu différente, qui disent, du coup, moi, je vais prendre 2-3 écosystèmes, 2-3 stacks techniques, et puis, selon les profils de mes clients, selon la nature de mes interactions avec eux, selon ce que j'ai envie de faire dans mon plan stratégique avec ces clients, je vais en fait construire mes briques. On va dire quand même que les plus grands cabinets français sont plutôt dans cette logique-là. Donc, multibriques. Faut quand même se dire que même si parfois on entend des annonces avec des gens qui disent, c'est important de le préciser. Machin, il est passé chez moi, Tartampion, il est chez Intel, etc. Moi, mon constat quand même souvent, c'est que évidemment les annonces, ils les laissent parce que souvent ça favorise les deux partenaires. Oui, tout le monde est content. Dans le même temps, souvent ils regardent quand même de près un peu les autres écosystèmes, où ils ont en tout cas un pied dans un autre écosystème pour regarder quand on est les plus gros. Donc c'est pour ça que je dis, faut pas non plus que les plus petits cabinets qui nous écoutent soient complètement naïfs de ça, parce que eux, ils peuvent se retrouver dans un écosystème en disant tiens, j'y vais parce que c'est comme ça, et puis après être un peu surpris. Mais ça c'est la remarque, je dirais un peu latérale par rapport à ça. Et donc du coup, si tu veux, ces deux mouvements là, ils sont intéressants. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'ils, comme je te dis, ils drivent quand même la plupart des gens vers les grands écosystèmes que j'ai évoqués. Donc ça veut dire que derrière, on a un sujet quand même qui est l'innovation, parce que l'innovation faite par les startups, longtemps les startups de la profession, avaient le temps de se développer, avaient le temps d'arriver à maturité. Aujourd'hui, on voit que c'est plus difficile, quoi, en fait.
Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une telle accélération de la part de ces gros écosystèmes avec des gros moyens qu'en fait, si tu veux être une petite pépite et sortir, tu vas vite te faire étouffer, quoi. Ouais, tu sais, on dit souvent il y a la vitesse de libéralisation de sortie quand on est en physique. Et là, c'est vrai qu'on sent que si on est vraiment une petite start-up, il faut sortir vite parce qu'après c'est compliqué, quoi. Ouais. J'ai une start-up hier qui m'a dit il a un bon produit. En fait, un des gros éditeurs de la place lui a dit écoute, je te rachète maintenant à ce prix ou dans un an. J'aurais fait pareil, quoi. Je vais prendre la somme, je vais la sûr. mettre pour ça, plus la puissance. Ça, c'est le côté. C'est la réalité, quand même. Ouais, c'est le côté un peu, je dirais, complexe de la chose, parce que faudrait pas que ça décourage, en fait, l'innovation, si tu veux, dans la profession pour les gens qui veulent arriver sur ce marché, quoi, en fait. On a fait un bon tour. Moi, je ressors encore avec le même optimisme, malgré des bugs techniques avec ce micro de fin d'année, etc. Mais c'est quoi un peu, toi, ton mot, comment tu sens vraiment, voilà, concrètement, Stéphane, comment tu sens 2026 ? Bah, je crois que 2026, ça va être une année, comme je t'ai dit, de lancement de beaucoup de projets chez beaucoup de gens. Je pense qu'il va y avoir, on va le voir, hein, quelques annonces à début 2026 qui vont être quand même assez à la fois structurantes et puis en même temps peut-être pour certains perturbantes. Donc dans ce cadre-là, moi je dirais que c'est une année, comme je dis, où il faut vraiment prendre le temps de cet exercice de réflexion stratégique et où du coup il faut vraiment réaligner avec le collectif du cabinet ce qu'on veut faire et où on veut aller. Objectivement, comme tu dis, la profession, moi je suis hyper optimiste sur la profession parce que je trouve que c'est un moment où on peut réinventer plein de choses. Tu me disais tout à l'heure comment ça se passe dans l'écosystème des éditeurs. C'est vrai aussi que quand on dit oui, il y a ces grands écosystèmes qui se construisent, à l'inverse, j'allais dire, je discutais, tu vois, avec des éditeurs il y a très peu de temps, et en fait on disait finalement aussi avec l'agentisation, on pourra aussi migrer beaucoup plus facilement de solutions, parce que c'est vrai que aujourd'hui migrer d'une solution à l'autre, des fois on dit c'est compliqué parce qu'il faut que je fasse des exports, faut que je réimporte, etc. Ça c'est typiquement du job que des agents intelligents feront. Donc on pourra, je dirais, migrer aussi de solutions. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qui est plus difficile à migrer, c'est la proposition de valeur que tu as faite avec ton client quand tu lui as entre guillemets apporté des choses dont entre guillemets le cœur de la valeur est apporté par le partenaire. Par l'outil. Ouais, par l'outil. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis cette année 2026, c'est une vraie année pour moi où il faut réfléchir justement à c'est quoi la valeur que je vais délivrer demain, parce que en fonction de ça, j'ai pléthore de stratégies possibles, j'ai pléthore de manières de me démarquer sur le marché. Donc ça c'est vraiment mon message, et je pense que 2026 dans un cabinet, ça sera pas réussi sur finalement la croissance du cabinet, parce que je crois que ça voudra pas dire grand-chose dans quelques années de dire en 2026 j'ai fait 10% ou j'ai fait 5% ou j'ai fait 0% de croissance. Je pense que ça voudra pas dire grand-chose non plus de dire en 2026 j'ai fait 9% de BE, 15% de BE ou 10%. Je pense que ça voudra pas dire non plus grand-chose dans quelques années de dire en 2026 j'ai eu des propositions à 8 fois le BE pour me vendre ou à 15 fois le BE. Tous ces métriques-là, je pense qu'en fait les métriques de 2026 ils vont pas avoir beaucoup de sens parce qu'ils vont être très challengés finalement par le plan stratégique que vous allez construire en 2026. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux, mon message, c'est de dire en fait, je peux être aujourd'hui un leader et me retrouver dans 5 ans vraiment dépassé, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que j'ai en tête. De la même manière, je peux être aujourd'hui dans une position très challenger et finalement faire une exécution assez parfaite de mon plan d'action, avoir les planètes qui s'alignent, avoir la bonne équipe, avoir les bons outils et avoir le bon dynamisme commercial et du coup me retrouver très très porté par le courant. Donc c'est une année vraiment où je dis ce qui va être important, c'est une année en fait où en effet je planifie mon exécution et cette exécution ensuite elle doit être bien pensée. Ça veut dire aussi qu'il faut que j'écoute mes clients, ça veut dire qu'il faut que je parle avec eux. Ça tombe bien, j'ai la facture électronique, donc autant que je passe du temps avec eux pour bien comprendre ce qu'ils veulent faire et ce que je veux faire avec eux, quoi, en fait. Magnifique, Stéphane. L'an dernier, je t'avais demandé un livre. J'ai pas eu le temps de le lire. Est-ce que tu as un nouveau livre cette année ? Alors, je vais pas te conseiller un livre. Je vais te conseiller. Il y a un manifeste qui a été publié dans la Silicon Valley il y a une dizaine de jours. Enfin, un peu plus. C'était le 18 novembre. Je fais partie de ceux qui ont initié le manifeste, enfin qui sont associés au manifeste et la profession comptable. D'ailleurs, on en fait le relais dans notre numéro de décembre. Vous pouvez le retrouver dans le numéro de décembre. Ça s'appelle The Manifesto Résonante.
en fait, c'est notamment des gens de la Silicon Valley avec qui on échange et tout, où en fait l'idée c'est de dire il faut qu'on construise en fait des écosystèmes technologiques qui vont devoir être très respectueux des personnes, de la manière dont on va justement proposer l'intelligence artificielle et de la manière justement dont on va faire que l'intelligence artificielle soit socialement admise. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens pas mal. Et donc, vous pouvez aller le signer en ligne sur le site de la profession comptable. On a fait le lien et donc vous pouvez aller le signer. Ça fait une bonne page de lecture. Mais quand on le lit, si tu veux, ce que je trouve, c'est que c'est assez puissant parce que je pense que on peut se raconter tout ce qu'on veut aujourd'hui sur l'IA, sur l'automatisation. Tout ça, ça va marcher quand même si les populations l'acceptent. Et donc, si on change un tout petit peu le prisme qui est en train d'être pris par l'IA, notamment aux États-Unis, comme je te disais, dans la Silicon Valley, on est assez attentif à ça, qui est de dire si l'IA devient un élément à la fois de contrainte pour les personnes, si en plus l'IA devient un élément de destruction de jobs sans, je dirais, y apporter quelque chose à la place, je crois qu'il y a un vrai sujet qui est l'acceptabilité sociale. Tu me demandais un peu en introduction comment ça se passe aux États-Unis. On voit aux États-Unis que là, qu'il y a vraiment un courant qui est en train de naître, qui dit que peut-être les élections de 2028 se gagneront sur justement l'acceptabilité de l'IA, parce que il risque d'y avoir quand même beaucoup de destruction d'emplois. Je lisais encore une étude ce matin qui me disait, le taux de chômage aux États-Unis c'est 4%, et on disait avec l'IA ça pourrait atteindre 10-12. Donc on voit bien que dans les 3-4 ans qui viennent, de l'IA mal appropriée et je dirais mal expliquée, mal accompagnée, ça peut engendrer quand même, je dirais d'une certaine manière, une rébellion sociale. Et donc ceux qui ont initié ce manifesto, ils sont, je dirais, pour une IA raisonnée, appliquée, etc. Donc en tout cas, nous on se fait plutôt l'écho de ça en ce moment pour dire dès qu'on construit un socle technologique, ayons les principes qui sont exposés dans ce manifeste pour essayer d'avoir finalement d'une certaine manière, je dirais, des principes guides. Et nous en tout cas dans la transposition des constructions technologiques qu'on fait aujourd'hui avec des cabinets, on essaye de respecter ça. Donc je le trouve sur le site. La profession comptable, il est publié dans le journal. Okay. Donc comme tu es un abonné, tu pourras le lire. Bien sûr. Et puis en même temps, on mettra le lien aussi en description. Sur le site, et tout le monde peut le signer. Et moi, ce que je trouve, si tu veux, intéressant, c'est que c'est un peu une déclaration de principe, mais c'est un peu comme quand Satoshi a fait les bitcoins. Je veux dire, à un moment donné, il a fait un manifeste, il a dit voilà ce que ça pourrait être un monde de finances décentralisées. Et puis on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Nous, on espère que, je dirais, un manifeste de ce type-là va aussi faire que les gens, quand ils vont créer des produits ou des offres de services à base d'IA, ils vont s'inspirer de ces entre guillemets bonnes pratiques, ou en tout cas de ces éléments qui sont énoncés dans le manifeste. Donc tu vois, c'est court à lire, mais ça se lit bien entre Noël et le 1er de l'an. Mais parce que il me semble que l'an dernier tu m'avais mis Nexus. Ouais, tout à fait. Et que du coup c'était un peu gros pour que je lise. Voilà. Mais maintenant que j'ai une Kindle, en fait, je suis en train de me dire que ça peut se transporter pour les vacances d'hiver. C'est une bonne idée. Mais ouais, non, je vais le lire parce que je garde en tête toujours la liste de tout ce qu'on me donne à lire. Stéphane, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps en cette fin d'année. Je sais que c'est toujours le rush. J'imagine que l'an prochain, on va pouvoir te croiser encore à plein d'endroits, dans plein de conférences. Toujours avec la profession comptable, évidemment. C'est quoi un peu tes voyages juste comme ça l'an prochain? Donc l'an prochain, on sera je m'engage, voilà, maintenant au micro, j'adore faire ça. Je m'engage au micro, je serai à San Diego avec toi sur le DCPA. Alors déjà au mois de juin, nous on va aller à Singapour parce que on participe toujours à la Singapour AI Week, qui est la grande semaine de l'IA à Singapour. Donc on sera présent là-bas pour à la fois là aussi découvrir, et puis on reviendra vous faire partager dans les webinaires de la profession comptable un peu les enseignements de l'IA. Moi, j'y vais tout le temps parce que, depuis 3 ans, parce que en fait, là-bas, c'est la vision Indo-Asie de l'IA, et c'est une vision qui est complètement aujourd'hui différente, qui est axée plutôt sur du logiciel libre ou des composants libres, plutôt que sur des composants, je dirais, américains. Donc, c'est toujours intéressant. Et puis là aussi, il y a une énergie qui est forte. Je sais pas si tu le sais, mais à Singapour, là, ils viennent d'être le premier écosystème de start-up dans le monde. Maintenant, ils ont dépassé la Silicon Valley en termes
en termes d'écosystème startup. Donc ça, on y sera au mois de juin. Je crois que vers le mois de mai, il y a Accountex, comme d'habitude, auquel on sera aussi à Londres. Et puis après, il y a le congrès, évidemment, de l'Ordre des experts comptables, où on sera très heureux de te recroiser. Et puis ensuite, si tu viens avec nous, en effet, je crois que c'est du 6 au 9 décembre 2026. On a d'ores et déjà rendez-vous avec nos amis américains pour le 14e DCPA. Et je pense qu'on sera une délégation française assez importante cette année, parce que je vois qu'on a de plus en plus d'échos sur le sujet. Et puis, comme je dis souvent aux confrères, aux gens que je croise, même aux partenaires de la profession, je dis, c'est bien d'aller voir ailleurs, parce que ça vous donne quand même aussi une énergie quand vous revenez pour dire, tiens, s'ils ont réussi ça là-bas, pourquoi je réussirais pas ça chez moi. Donc au contraire, nous on est ravis de partager ça, et plus on sera nombreux, plus on sera content. Nos amis américains, ils sont épatés, parce qu'ils disent, ça fait 13 ans que vous venez traverser l'Atlantique, et il y a quelques jours, Michael Cerami, qui est notre ami de la ICPA, me disait, écoute, il y a 13 ans, on croyait que tu venais juste voir pour ce qu'était, et puis tu venais un peu en touriste, et il dit 13 ans après, tu es toujours là, et donc c'est vraiment sympa à partager. Ouais, c'est la vraie relation, quoi. Et si ça fait loin, mais juste parce que c'est vraiment cool, mais si ça fait loin, ne serait-ce que prendre l'Eurostar, alors de Paris, ou un avion, mais déjà Accountex à Londres, qui aura lieu le 13 et 14 mai, c'est déjà un bon coup d'énergie, quoi, entre les confs qui ont l'air qui durent 30 minutes, qui s'enchaînent sur les 8 stages. Enfin, c'est pas besoin forcément d'aller aux États-Unis, même si c'est une autre ambiance et qu'ils ont un peu plus d'avance, mais voilà, au moins t'as raison d'aller voir à l'international ce qui se passe, même si on parle pas anglais forcément très bien, ne serait-ce qu'aider à comprendre. C'est ce qui est super, je trouve, depuis que je fais un peu ces voyages, etc., c'est se rendre compte à quel point toute la profession dans le monde a les mêmes sujets. C'est le même métier, on court tout le monde court après les pièces des collaborateurs, des clients, les collaborateurs ont du mal à faire certaines choses, et tout le monde a ce sujet de la posture commerciale que tu as très bien décrite dans cet épisode, qui est un vrai sujet 2026. Ouais, quoi. Clairement, c'est vrai que moi qui me balade en effet à travers le monde, tu vois vraiment que en fait le métier de comptable, il est un peu un tournant, parce qu'il y a ceux qui te disent il va disparaître, et puis il y a ceux qui te disent au contraire non, parce qu'avec la technologie vous allez être entre guillemets encore plus pertinent. Vous allez être comme je discutais l'autre jour avec un confrère américain qui me disait en fait moi la posture c'est avant c'était qu'est-ce qu'on a fait cette année, puis là il dit maintenant la posture c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire maintenant et l'année prochaine avec notre client. Et donc ça, je crois que c'est vraiment, si tu veux, s'il y a bien un point commun de tous les comptables dans le monde aujourd'hui, c'est ce changement de posture, en fait. Magnifique, Stéphane, merci beaucoup. Rendez-vous l'an prochain, je te le redis, tu seras de nouveau, si tu le veux bien, si tu acceptes l'invitation. Le dernier épisode qu'on enregistre de l'année, le premier qu'on diffuse, parce que je trouve que c'est toujours super intéressant, tu vois, d'avoir cette vision, même si, tu vois, il se passe beaucoup de choses quand même. Faut que tout le monde puisse le digérer, pardon. Et donc, c'était un vrai plaisir de t'avoir, encore une fois, avec nous dans l'Accounting Business Club cette année. Merci, Stéphane. Merci à toi, et puis bonne année à tous. Bonne année à tous, c'est vrai, on l'a même pas dit au début. On est vraiment, on est rentré direct dans le vif du sujet, mais en tout cas, si l'épisode vous a plu, eh bien écoutez, je veux vous partagez-le, voilà, tout simplement comme vous l'avez fait l'an dernier, et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.